Julius Streicher, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Franz von Papen, Alfred Jodl, Erich Raeder, Fritz Sauckel, Albert Speer, Rudolf Hess, Baldur von Schirach, Arthur Seyss-Inquart, Wilhelm Frick, Walter Funk, Constantin von Neurath et 5 autres, dont Hans Kaltenbrunner et par contumace Martin Bormann. L'un après l'autre, les accusés répondent à la question coupable ou non coupable. Hermann Göring, non coupable. Karl von Ribbentrop, non coupable. Wilhelm Keitel, non coupable. Julius Streicher, non coupable. Rudolf Hess, non coupable. Octobre 1946. Le verdict rendu par le tribunal est lu par le président Lawrence. Wilhelm Hermann Göring. Hermann Göring, mort par pendaison. Rudolf Hess, emprisonnement à perpétuité. Joachim von Ribbentrop. Joachim von Ribbentrop, mort par pendaison. Wilhelm Keitel, mort par pendaison. Hans Kaltenbrunner, mort par pendaison. Alfred Rosenberg, mort par pendaison. Hans Frank, mort par pendaison. Wilhelm Frick, mort par pendaison. Julius Streicher, mort par pendaison. Fritz Sauckel, mort par pendaison. Alfred Jodl, mort par pendaison. Arthur Seyss-Inquart, mort par pendaison. Walter Funk, emprisonnement à perpétuité. Baldur von Schirach, 20 ans d'emprisonnement. Albert Speer, 20 ans d'emprisonnement. Martin Bormann, jugé par contumace, mort par pendaison. En se suicidant, Hermann Göring échappa au verdict du tribunal de Nuremberg. Le 16 octobre 1946, 3 échafauds tendus de noir furent dressés dans le gymnase de la prison de Spandau. Vingt ans après la chute de Berlin, dans le plus grand théâtre de la ville, la Volksbühne, on joue une pièce de Peter Weiss, mise en scène par Erwin Piscator, Enquête sur Auschwitz. Jede Stenotypistin, jede Telegraphistin, an der die Deportationsbefehle vorbeiliefen, wusste davon. Jeder Einzelne, in den 100 und 1000 Amtsstellen, die mit den Aktionen beschäftigt waren, wusste, worum es ging. Und jeder wusste auf seinen Posten. Chaque dactylo, chaque télégraphiste entre les mains de qui passaient les ordres de déportation était au courant. Chaque homme placé à l'un des milliers de postes administratifs dont dépendait la solution finale savait de quoi il retournait. Chaque conducteur de train, chaque aiguilleur, chaque employé du chemin de fer qui avait à s'occuper du chargement des hommes était au courant. Et chacun, à sa place, savait exactement ce qui devait être fait pour le bon fonctionnement de l'ensemble. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, monsieur l'accusé. Asseyez-vous.
Bien, mesdames et messieurs, les avocats de la partie civile, des parties civiles, je voudrais auparavant, et tout de suite, m'assurer de l'identité de chacun d'entre vous et faire le point des parties civiles qui sont présentes ou représentées. Je ne fais pas l'appel des parties civiles, mais seulement l'appel des conseils des parties civiles. Rue Barré, interdiction de stationner, patrouille 24 heures sur 24 autour du palais par 300 policiers et gendarmes, tireurs d'élite sur les toits, fouilles et portiques de sécurité à l'entrée, protection rapprochée autour des magistrats, des avocats, des jurés, des témoins et des principales personnalités, 20 policiers affectés au transfert de Klaus Barbie de la prison au palais, 15 itinéraires différents ont été étudiés, on en changera tous les jours. Tout a été prévu jusqu'à l'évacuation de Barbie par hélicoptère. Mobilisation policière et surtout mobilisation médiatique. Tout un parking en face du palais est occupé par les radios et les télévisions. Au centre de presse, les hôtesses distribuent des cadeaux aux 800 journalistes venus de 27 pays et des dépliants vantant les mérites de la ville. Derrière le palais, un restaurateur propose le menu Barbie avec carottes Vichy et jarres et braisées à l'anis étoilé. La salle d'audience ressemble plus à une salle de spectacle avec orchestre et balcon qu'à une cour d'assises. Ce procès est déjà un grand show. Lyon, Jacques Expert, France Inter. Quelques heures avant que s'ouvre le procès, un mémorial a été inauguré place des Terreaux à Lyon. Un mémorial à toutes les victimes de l'Holocauste, érigé à l'initiative de l'écrivain Marek Alter et qui restera en place jusqu'à la fin du procès. Jean-Michel Leray de Radio France Lyon a recueilli les réactions de quelques enfants d'une école juive de Lyon qui assistaient à cette inauguration. On avait des photos de quand ils étaient dans le four et puis les nazis ils ont pris avec une fourche et puis on les a vus entassés, brûlés dans des camps de concentration. Et toutes ces photos, ça nous donnait la chair de poule et ça les larmes aux yeux. Et on vous a dit ce qui se passait aujourd'hui à Lyon? Oui, et Barbie, le procès de Barbie. Environ un mois, 13 heures, il sera... Quand je dis des hommes comme ça ne vaut même pas la peine de les juger. C'est mieux que déjà qu'on les tue ou qu'on les mette en prison. On vous en a parlé de ce procès en classe? En classe, on en a parlé longuement. Il a dit qu'il devrait faire des cours du procès de Barbie. Jean-Marc Gonin, la presse allemande, face au procès Barbie. En Allemagne, Klaus Barbie ne fait pas les gros titres. La presse présente l'événement sans plus. Lassitude ou oubli, Werner Holzer, rédacteur en chef du quotidien Frankfurter Rundschau. Nous n'avons pas de réaction émotionnelle en Allemagne. Pour la majorité de la population de notre pays, ce procès Barbie est un élément d'une chaîne, parce que nous avons connu un grand nombre de procès de criminels de guerre. La nouveauté, c'est l'intérêt pour la France sous l'occupation. Des jeunes Allemands sur le campus de l'université Goethe à Francfort. Je crois que maintenant, la couverture de refoulement en France s'ouvre un peu. J'ai discuté avec des Français de ces sujets et ils sont très fermés. Malgré tout, c'est un des derniers procès des grands criminels nazis. Vous pensez que en Allemagne, l'intérêt sera important? Je ne suis pas sûre. Les jeunes ne veulent pas savoir beaucoup de ces choses. Il y a ceux qui n'étaient pas nés et ceux qui se souviennent. Alors, accusé, veuillez vous lever maintenant. Quels sont vos noms et prénoms? Altmann Klaus. Vous êtes né à quelle date, s'il vous plaît? 25 octobre 1913. 25 octobre 1913. À quel endroit? Bad Godesberg. Pardon? Bad Godesberg. À Bad Godesberg. Près de Bonn. Quelle est votre profession? Kaufmann. Commerçant. Commerçant. Et quel est votre domicile au moment de votre arrestation? La Passe. La Passe. Le nom de la rue? Avenida Arce, édificio San Jorge. Quel était le nom de votre père? Nikolaus. Et son nom de famille? Barbie. Barbie. Et le nom de votre mère? Anna Hess.
Anna Hess. Vous nous dites, vous vous appelez Altman. Votre père s'appelait Barbie. Depuis quand utilisez-vous le patronyme de Altman? Je suis nationalisé depuis le 3 octobre 1957 en Bolivie. 1957 en Bolivie sous les deux noms, Klaus Altman et Klaus Barbie. Bien, asseyez-vous. Il va être procédé au tirage au sort des 9 jurés appelés à compléter la Cour ainsi que du ou des jurés supplémentaires. Compte tenu de la longueur inhabituelle des débats qui suivront, la question se pose de savoir combien de jurés supplémentaires doivent être tirés. Monsieur le procureur général, pouvez-vous, sur le chiffre, avez-vous une indication à donner à la Cour? Il me semble que 5 ou 6 devrait être un chiffre raisonnable. Est-ce que les parties civiles ont une opinion à émettre? La défense. Alors la Cour, oui, le ministère public, les parties civiles, le conseil de l'accusé et l'accusé en dernier lieu, statuant publiquement, et après en avoir délibéré, vu l'article 296 du Code de procédure pénale, ordonne, compte tenu de la longueur des débats prévisibles, qu'indépendamment des 9 jurés qui compléteront la Cour, il soit tiré au sort 6 jurés supplémentaires qui assisteront au débat jusqu'à la déclaration définitive de la Cour et du jury. Par conséquent, il va être tiré 6 jurés supplémentaires. Alors, Monsieur Klaus Barbie, vous avez droit à 5 récusations. Le ministère public a droit à 4 récusations. Vous pouvez exercer votre droit de récusation soit vous-même, soit par l'intermédiaire de votre défenseur. Oui, l'interprète n'avait pas le son. Alors voulez-vous répéter dans le micro? Vous avez donné le son? C'est l'avocat de Monsieur Barbie qui procédera aux récusations. Juré numéro 10, Madame l'Espagnole Janine. Vous êtes récusée par la défense, Madame l'Espagnole. Juré numéro 14, Madame Levra Christiane. Approchez-vous, Madame. Avancez-vous. Montez sur les marches. Vous allez faire le tour de la cour par derrière. Et vous allez prendre place. Oui, prenez. Vous allez prendre place à l'extrême droite, là-bas. Madame Levra, vous êtes le premier juré. Juré numéro 20, Monsieur Michel Pierre. Alors, mesdames et messieurs les jurés, veuillez vous lever. La Cour va recevoir votre serment. Je vais vous lire la formule du serment. Et chacun de vous, à l'appel de son nom, voudra bien lever la main droite et dire « Je le jure ». Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé Klaus Barbie alias Altman, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé ni ceux de la société qui l'accuse,
de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Madame Levrat Christiane, vous levez la main droite et dites « Je le jure ». Monsieur Michel Pierre. Monsieur Tobaldi Patrick. Je le jure. Monsieur Duclos Michel. Je le jure. Madame Mercandino Anne-Marie. Monsieur Baudou Hervé. Monsieur Cholot Jean. Madame Siméone Marie-Thérèse. Madame Prévost Christine. Monsieur Bornand Jean. Madame François Florence. Monsieur Burguet Michel. Monsieur Beltranda Guy. Madame Vélan Jacqueline. Monsieur Cesson Pierre. Veuillez vous asseoir. La Cour vous donne acte de votre serment. Vous avez le droit, au cours de ces débats, de prendre des notes, de poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président. Mais les questions que vous serez amenés à poser doivent être objectives, c'est-à-dire qu'elles doivent être posées en des termes qui ne révèlent pas votre pensée sur la culpabilité ou l'absence de culpabilité de l'accusé. Vous avez enfin le devoir de ne pas manifester votre opinion et d'être attentif tout au long des débats. Je déclare le jury définitivement constitué. Maître Liebman. Monsieur le Président, les parties civiles que nous représentons, Klarsfeld, Zelmati et moi, souhaiteraient un point de précision en ce qui concerne l'identité qu'a énoncé tout à l'heure Klaus Barbie. Peut-il répéter sous quelle identité il se présente aujourd'hui? Klaus Altmann. Depuis quand s'appelle-t-il Klaus Altmann? Seit März 1951. Depuis mars 1951. Quand dit-il la vérité, aujourd'hui ou en 1983? Sur ce point, Monsieur le Président. L'accusé vous a répondu. Monsieur le civil n'a pas à se livrer ici à un contre-interrogatoire. Monsieur le Président, si je dois être interrompu à longueur d'audience par l'avocat de Klaus Barbie, je pourrais parfaitement ne poser aucune question. Il s'agit de l'identité sous laquelle se présente Klaus Barbie, qui est une fausse identité. J'entends l'établir dès le début des débats. Monsieur le Président, si vous permettez, vous avez reçu ici, le parquet le sait. Il existe des papiers au nom de Klaus Altmann. Ce sont les seuls papiers. Alors Monsieur le Président, laissez maître. Monsieur le Président, pour le moment, je posais des questions. Si je suis interrompu avant que j'ai fini de poser mes questions, les débats ne pourront pas avoir lieu sereinement. Je lui ai donné la parole, laissez-le s'exprimer. Maître Duverger. Je vous en remercie, Monsieur le Président, et je n'aurais pas pris la parole sans être autorisé par vous. Mais c'était pour permettre au débat de se dérouler d'une manière normale et pour les écourter. Klaus Altmann est arrivé en France muni de papiers boliviens, et ceci, on le sait, dans l'administration pénitentiaire. Il y avait à la fouille de la prison Saint-Joseph une carte d'identité au nom de Klaus Altmann et un certificat de conduite automobile au nom de Klaus Altmann. Ces papiers ont été volés ou égarés à la fouille, ce qui est exceptionnel. Mais la défense possède dans ces documents une lettre du ministère de la Justice attestant que les papiers au nom de Klaus Altmann ont disparu.
Bien, Maître Ligne. Monsieur le Président, est-ce que Klaus Barbie reconnaît qu'interrogé par 2 fois, le 5 février 1983 et le 5 février 83, à des heures différentes, puis ensuite, au cours d'autres interrogatoires devant le juge d'instruction, il a déclaré, premièrement, se nommer Klaus Barbie, signer les procès-verbaux Klaus Barbie, et deuxièmement, être de nationalité allemande. Est-ce qu'il le reconnaît? Ich antworte nicht auf diese Frage. Je ne répondrai pas à ces questions. Alors, Monsieur le Président, la Cour appréciera. Parfait. Merci. Oui, Monsieur le procureur général. Très honorable d'Allemagne. Son père était instituteur, il est mort en 1933. Mais aujourd'hui, je comprends que pour quelqu'un, le nom de Barbie soit très lourd à porter. Et je comprends très bien que Barbie veuille se dispenser de paraître sous ce nom. Mais ce qui nous paraît essentiel aujourd'hui, c'est que jamais il n'ait contesté qu'il était à Lyon en 1943 et en 1944 Obersturmführer sous le nom de Klaus Barbie. L'invité de Dominique Scouchier ce matin, Elie Wiesel. Elie Wiesel consacre son œuvre d'écrivain au souvenir de l'Holocauste et au refus de l'oubli. Il est prix Nobel de la paix et Elie Wiesel a accepté de commenter sur France Inter les moments les plus importants du procès Barbie, du lieu où il se trouvera ce jour-là. Elie Wiesel, bonjour. Bonjour. Elie Wiesel, ce matin vous êtes à New York et j'ai donc envie de vous demander d'abord si aux États-Unis on va parler de ce procès Barbie autant que nous, Français, nous l'imaginons. J'imagine aussi que oui, on s'y intéresse, on attend ce procès avec une impatience angoissée et angoissante. Mais j'aimerais quand même préciser pour les auditeurs que ces commentaires seront un peu bizarres parce qu'ils viennent de très loin. C'est très difficile de commenter un événement à partir d'une telle distance. Comme le procès me passionne, comme le procès passionne beaucoup d'Américains, alors bien sûr, j'écouterai et je vais essayer de réagir. Elie Wiesel, quand il s'agit de crimes contre l'humanité, il faut que le procès ait un caractère d'universalité. C'est pour ça que je vous interrogeais sur l'écho aux États-Unis. Si vous étiez juré, ce procès, vous le prendriez comment? Comme un procès comme les autres, même s'il ne l'est pas, ou surtout pas comme un procès comme les autres? C'est surtout un procès pas comme les autres, mais moi je ne pourrais pas être juré. Mon rôle n'a jamais été de juger, mon rôle a été de témoigner. Donc je pourrais être témoin, et c'est en tant que témoin que je vous parle. Mais vous avez dit que vous attendiez qu'au cours d'une des audiences de ce procès, un témoin prononce une phrase, une seule phrase, mais qui à elle seule justifierait tout le procès. Vous voulez dire quoi? Oh, il y a toujours l'inattendu dans un procès, surtout ce procès-là, qui à mon avis sera très important. Il pèsera sur notre temps, car ce sera le dernier procès des grands criminels de guerre. Qui sait, dans cet affrontement entre le bourreau et sa victime, qui sait ce qui va être dit? Un regard qui sera porté sur l'humanité, peut-être, sera plus révélateur que toutes les paroles. Bon, le regard ne pèse rien sur le plan juridique, mais sur le plan humain et sur le plan historique, ce regard, surtout exprimé en parole, pourrait être d'une importance capitale. Mais il est quand même probable que dans ce procès, on va se mettre à discuter pour savoir ce qu'est un crime contre l'humanité et donc qu'on va établir une échelle dans l'horreur. Je ne pense pas. Bon, tout dépend, vous savez, tout dépend. Je ne pense pas, parce que d'abord, il s'agit d'un crime très spécifique, un crime qui bouleverse les enfants déportés. Le crime contre l'humanité, c'est toujours un crime contre l'innocence du monde, donc contre l'âme de l'humanité, et l'innocence et l'âme, c'est les enfants. Les enfants des yeux, qui peut dire que ce n'est pas un crime contre l'humanité, donc ce sera l'échelle de valeur. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ce procès Barbie risque de se transformer en un tout autre procès? Bon, tout dépend du tribunal. Là, moi j'ai confiance. Je suis sûr que le système judiciaire français sera à l'honneur et fera l'honneur de la France. Est-ce qu'on ne risque pas de s'acheter un peu trop vite une bonne conscience? Oui, il y a tous les risques. Pour vous dire que je suis
tranquille que tout à fait non. Je vous ai parlé de l'angoisse. Bien sûr, je suis angoissé. Tout peut arriver. J'espère que ça n'arrivera pas. Dans votre dernier roman, il y a un personnage qui dit « Il n'est peut-être pas donné à l'homme d'effacer le mal, mais il peut en être la conscience. » C'est le sens que vous donnez au procès Barbie? Oui, oui. Et je pense aussi que la France est assez grande, est assez forte, est assez sûre d'elle-même, devrait être sûre d'elle-même, pour affronter le mal que les Français se sont fait à eux-mêmes en faisant du mal aux Juifs, en collaborant ou en livrant des Juifs à l'occupant. Je pense que le temps est arrivé. On peut espérer, on a le droit d'espérer. Elie Wiesel était l'invité de Dominique Souchier ce matin. Richard Zelmati, avocat des parties civiles. La ville de Lyon, à la veille du procès, a décidé de rapprocher les Lyonnais et tous les visiteurs de ce palais et vont déferler sur Lyon, il n'y a pas d'autre mot, les journalistes du monde entier d'une part, qui sont installés depuis à peu près une semaine, qui vont réquisitionner un parking, vont se masser aux portes du palais, il n'y a pas de place pour tout le monde, tous les Lyonnais non pas curieux, mais dans cette ville de la résistance. Et cela va dépasser très largement l'agglomération lyonnaise, pas forcément poussés par la curiosité, mais parce qu'ils étaient persuadés de participer à un moment historique. Le peuple français, on pourrait dire ça, et je me souviens de l'arrivée d'Européens d'un peu partout, non pas pressés par la curiosité, mais par le sentiment de pouvoir dire « j'y étais ». L'arrivée des parties civiles, retenons que pour la plupart d'entre elles, elles n'ont pas été confrontées à Barbie au cours de l'instruction. Pour la plupart d'entre elles, elles ont subi donc les sévices, soit directement, soit indirectement par Barbie, soit leurs proches ont laissé donc leur vie à cause de Barbie. Et elles sont, à mon avis, c'est le sentiment que j'en avais, un petit peu livrées donc à elles-mêmes. Ce sont des personnes âgées pour la plupart, et les seules qui sont canalisées à ce moment-là sont celles qui sont prises en charge par leurs avocats respectifs, avec bien sûr cette volonté toute narcissique. Derrière tout avocat, il y a un narcissique qui s'ignore, ou qui ne s'ignore pas, cela dépend, de pouvoir accompagner les victimes déterminantes du procès. Cela, nous sommes aux marches du palais. Mais il faut drainer tous ces flux de personnes. Elles vont donc rentrer par la rue de la Bombarde, qui est la rue perpendiculaire au quai, où là tout a été mis en place pour pouvoir filtrer ces parties civiles, les orienter utilement, etc. Et c'est un long cortège, vraiment très long cortège, qui doit passer sous un portique, puisque la sécurité l'exige, où les gens, pour la première fois, se côtoient, se dévisagent, se reconnaissent parfois, et tout cela avec une grande émotion. Vous voyez, je vous le dis avec des frissons, parce que ça m'avait terriblement marqué d'assister donc à des retrouvailles, mais des retrouvailles parfois très douloureuses. Ces gens c'est un long cortège qui va attendre, patienter, piétiner, pour pouvoir être installés dans la salle de cour d'assises, où des sièges leur sont réservés. Retenez bien sûr que la plupart d'entre eux sont âgés et qu'il faut les asseoir. Bien. On a choisi à Lyon, à dessein, la salle des pas perdus. La chancellerie, avec le concours des organisateurs, c'est-à-dire le parquet général pour l'essentiel, a réservé cette très belle salle, qui est la salle des pas perdus, donc une salle immense. Il a fallu l'aménager. Pour la première fois, on a aménagé cette salle. Il a fallu installer des estrades, un pupitre, recréer bien évidemment un endroit où les jurés seraient reçus, aménager le box avec toute la sécurité. Tout ça, ça a été important, et il a bien fallu intégrer les personnalités qui, au fil des audiences, étaient appelées soit à venir témoigner, soit à assister au procès, etc. L'essentiel de cette salle était occupé par les journalistes, qui n'ont que très rarement déserté la salle. C'était un procès donc médiatique, avec une chaleur que personne n'aura oubliée, sous haute sécurité, c'était nécessaire, et avec hélas, une
partie très réduite, réservée aux Lyonnais, réservée, on ne parle pas des badauds, mais aux gens qui voulaient simplement assister au procès et qui étaient les laissés pour compte. Pourquoi ? Parce que un certain nombre, non pas d'anodins, mais de visiteurs intéressés, patientaient, quel que soit le temps et la chaleur dehors, et au compte-gouttes, on les faisait rentrer. La partie qui leur était dans laquelle ils étaient confinés était extrêmement restreinte. Alors que la part belle avait été faite aux journalistes, normale pour les victimes et leurs familles immédiates. Et puis, bon, les avocats des parties civiles des 40 avaient leur carré réservé. Et en face, bien sûr, la défense de Barbie, le sien. Mardi 12 mai, deuxième audience. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, réunie hors de la présence du public le vendredi 4 octobre 1985, vu la procédure instruite au tribunal de grande instance de Lyon contre Barbie Klaus, né le 25 octobre 1913 à Bad Godesberg, République fédérale allemande, fils de Nikolaus et de Anna S., se disant commerçant et domicilié Edificio San Jorge, avenue Arce, à La Paz, Bolivie, sans domicile fixe connu en France. Détenu, inculpé de crimes contre l'humanité sous les qualifications d'arrestations illégales, détention, séquestration de personnes avec torture corporelle, assassinat et complicité d'arrestations illégales, de détention, de séquestration de personnes avec torture corporelle et d'assassinat, enlèvement, détournement et déplacement de mineurs. Inculpé supplétivement de crimes contre l'humanité par complicité d'assassinat et par enlèvement de mineurs de 15 ans et suivis de mort pour certains. Par ces motifs, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon reçoit les appels en la forme, confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'action publique pour l'application de la peine par l'autorité de la chose jugée pour certains faits, par la prescription pour d'autres, et dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'assassinat, d'arrestations illégales et de complicité pour certains faits. Dit n'y avoir lieu à suivre en ce qui concerne la déportation de Martin Klejner. Déclare irrecevables les constitutions de partie civile de Jacques, Madeleine et Suzanne Finkel, ainsi que d'Ernest Goise. Mais attendu qu'il résulte de l'information charge suffisante contre Barbie Klaus, premièrement, sur les complicités d'assassinat, d'avoir, en 1943, à Lyon et sur le territoire français, commis un crime contre l'humanité en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'asservissement et l'extermination de populations civiles ou des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, se rendant complices par aide ou assistance, avec connaissance, dans les faits qui ont préparé ou facilité leur action, des auteurs du meurtre avec préméditation, commis sur un groupe de plusieurs dizaines de personnes d'origine juive, appréhendé le 9 février 1943 à Lyon, au siège de l'Union générale des Israélites de France, le dit meurtre avec préméditation, entrant dans les faits constatés par le tribunal militaire international de Nuremberg, dans son jugement des 30 septembre et 1er octobre 1946. Crime prévu par l'article 6, alinéa 2C et 6, dernier alinéa du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, la loi française du 26 décembre 1964, par les articles 60, 295, 296, 297 du Code pénal français, est puni par les articles 59 et 302 du même code. D'avoir, en 1944, à Lyon et sur le territoire français, commis un crime contre l'humanité en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'asservissement et l'extermination de populations civiles,
ou des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, se rendant complices par aide et assistance, avec connaissance, dans les faits qui ont préparé ou facilité leur action, des auteurs du meurtre avec préméditation commis sur un groupe d'environ 6 personnes majeures appréhendées le 6 avril 1944 dans le foyer d'enfants d'Isieux, le dit meurtre avec préméditation entrant dans les faits constatés par le tribunal militaire international de Nuremberg dans son jugement des 30 septembre et 1er octobre 1946. Crime prévu par l'article 6, alinéa 2C et 6, dernier alinéa du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, la loi française du 26 décembre 1964, par les articles 60, 295, 296, 297 du Code pénal français, est puni par les articles 60 et 302 du même Code. D'avoir, en 1944, à Lyon et sur le territoire français, commis un crime contre l'humanité en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'asservissement et l'extermination de populations civiles ou des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, se rendant complices par aide ou assistance avec connaissance dans les faits qui ont préparé ou facilité leur action, des auteurs du meurtre avec préméditation commis sur un groupe de plusieurs dizaines de personnes d'origine juive qui avaient été déportées par le convoi ferroviaire ayant quitté Lyon le 11 août 1944, le dit meurtre avec préméditation entrant dans les faits constatés par le tribunal militaire international de Nuremberg dans son jugement des 30 septembre et 1er octobre 1946. Crime prévu par l'article 6, alinéa 2C et 6, dernier alinéa du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, la loi française du 26 décembre 1964 et les articles 60, 295, 296, 297 du Code pénal français est puni par les articles 59 et 302 du même Code. D'avoir, en 1943 et 1944, à Lyon et sur le territoire français, commis un crime contre l'humanité en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'asservissement et l'extermination de populations civiles ou de persécutions pour des motifs politiques ou raciaux ou religieux, se rendant complices par aide ou assistance avec connaissance dans les faits qui ont préparé ou facilité leur action, des auteurs du meurtre avec préméditation commis sur Daniel Wolf, épouse Sturz, Koblenz Lucie, épouse Wolf, Chaim Kaplon, Alfred Eberhard, Sarah Lévy, épouse Eberhard, Odette Eberhard, épouse Créange, Elisabeth, épouse Israël, Esther Amram, épouse Biton. Le dit meurtre avec préméditation entrant dans les faits constatés par le tribunal militaire international de Nuremberg dans son jugement des 30 septembre et 1er octobre 1946. Crime prévu par l'article 6, alinéa 2C et 6, dernier alinéa du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, la loi française du 26 décembre 1964, par les articles 60, 295, 296, 297 du Code pénal français, est puni par les articles 59 et 302 du même Code. Grand 2. Sur les séquestrations, déportations. D'avoir, en 1943, à Lyon et sur le territoire français, commis un crime contre l'humanité en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'asservissement et l'extermination de populations civiles ou des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, déportant vers les camps de concentration créés par le Troisième Reich un groupe d'environ 84 personnes d'origine juive appréhendées le 9 février 1943 à Lyon, au siège de l'Union générale des Israélites de France, puis détenues et internées sans qu'une condamnation régulière ait été définitivement prononcée. Crime prévu par l'article 6, alinéa 2C et 6, dernier alinéa du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, la loi française du 26 décembre 1964 est encore prévu et puni par, à la date des faits, les dispositions des articles 341 alinéa 1er et 342 du Code pénal français, interprétés par l'article 2 cinquièmement de l'ordonnance du 28 août 1944, actuellement reprise par l'article 341 premièrement et deuxièmement du même Code.
D'avoir, en 1944, à Lyon et sur le territoire français, commis un crime contre l'humanité, en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'asservissement et l'extermination de populations civiles ou des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, déportant vers les camps de concentration créés par le Troisième Reich un groupe d'environ 7 personnes d'origine juive, appréhendées le 6 avril 1944 au foyer d'enfants d'Isieux, puis détenues et internées sans qu'une condamnation ait été définitivement prononcée. Crime prévu par l'article 6, alinéa 2C et 6, dernier alinéa du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, la loi française du 26 décembre 1964, et encore prévu et puni par, à la date des faits, les dispositions des articles 341 alinéa 1er et 342 du Code pénal français, interprétés par l'article 2 cinquièmement de l'ordonnance du 28 août 1944, actuellement reprise dans l'article 341 premièrement et deuxièmement du même Code. D'avoir, en 1944, à Lyon et sur le territoire français, commis un crime contre l'humanité en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'asservissement et l'extermination de populations civiles ou des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, déportant vers les camps de concentration créés par le Troisième Reich dans le convoi ferroviaire qui a quitté Lyon le 11 août 1944, un groupe de plusieurs dizaines de personnes d'origine juive appréhendées en divers lieux, puis détenues et internées sans qu'une condamnation ait été définitivement prononcée. Avec la circonstance qu'au moins une de ces personnes, à savoir Laterman Isaac, a été soumise à des tortures corporelles. Crime prévu par l'article 6 alinéa 2C et 6 dernier alinéa du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, la loi française du 26 décembre 1964, et encore prévu et puni à la date des faits par les dispositions des articles 341 alinéa 1er et 342 du Code pénal français, interprétés par l'article 2 cinquièmement de l'ordonnance du 28 août 1944 et 344 du dit Code, actuellement reprise dans les articles 345 premier et deuxièmement et 344 de ce même Code. D'avoir, en 1943 et 1944, à Lyon et sur le territoire français, commis un crime contre l'humanité en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'asservissement et l'extermination de populations civiles ou des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, déportant, en raison de leur appartenance à un groupe d'origine juive, les personnes suivantes, appréhendées aux dates ci-dessous indiquées, puis détenues et internées sans qu'aucune condamnation ait été définitivement prononcée. Chaim Kaplon et Sroul Leva Kaplon, appréhendés le 23 mars 1943. Madame Klejner, appréhendée le 11 mai 1943. Kurt Ipser, appréhendé en mai 1943. Isaac Isidore Fischer, appréhendé le 22 juin 1943. Marcel Sturz et Daniel Wolf, épouse Sturz, appréhendés le 16 août 1943. Koblenz Lucie, épouse Wolf, appréhendée en août 1943. Alfred Eberhardt, Sarah Lévy, épouse Eberhardt, et Odette Eberhardt, épouse Créange, appréhendée le 6 novembre 1943. Elisabeth, épouse Israël, appréhendée le 18 décembre 1943. Jérôme Scorin, appréhendé le 22 juin 1944. Raphaël Rein, appréhendé fin juin 1944. Elie Namias, appréhendée le 1er juillet 1944. Esther Amram, épouse Biton, appréhendée le 2 juillet 1944. Et Esther Minkowski, appréhendée en juin-juillet 1944. Avec les circonstances qu'au moins 5 de ces personnes, à savoir Sroul Leva Kaplon, Madame Klejner, Kurt Ipser, Isaac Isidore Fischer et Esther Minkowski, ont été soumises à des tortures corporelles. Crime prévu par l'article 6, alinéa 2C et 6, dernier alinéa du statut du tribunal militaire international de Nuremberg. La résolution des Nations Unies du 13 février 1946, la loi française du 26 décembre 1964, et encore prévu et puni à la date des faits par les dispositions des articles 341 alinéa 1er et 342 du Code pénal français, interprétés par l'article 2 cinquièmement de l'ordonnance du 28 août 1944,
et 344 dudit Code, actuellement reprises dans les articles 341 premier et deuxièmement et 344 de ce même Code. Grand 3. Sur les enlèvements, détournements et déplacements de mineurs. D'avoir, en 1943 et 1944, à Lyon et sur le territoire français, commis un crime contre l'humanité en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'asservissement et l'extermination de populations civiles ou des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, enlevant ou faisant enlever, entraînant ou déplaçant par fraude ou violence, en raison de leur appartenance à un groupe d'origine juive, les mineurs. Michel Japkovitch, appréhendé le 9 août 1943. Charles Stein, appréhendé le 13 janvier 1944. Joseph Touitou, appréhendé le 23 avril 1944. Simi Kadosh, appréhendé le 6 juin 1944. Des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés. Avec les circonstances que l'enlèvement, le détournement et le déplacement de Michel Japkovitch ont été suivis de mort, de Simi Kadosh ont été consommés sur un mineur de 15 ans. Crime prévu par l'article 6, alinéa 2C et 6, dernier alinéa du statut militaire international de Nuremberg, la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, la loi française du 26 décembre 1946 est prévu et puni par les articles 354 et 355 du Code pénal français. D'avoir, en 1944, à Lyon et sur le territoire français, commis un crime contre l'humanité en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'asservissement et l'extermination de populations civiles ou des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, enlevant, faisant enlever, entraînant, détournant ou déplaçant par fraude ou violence, en raison de leur origine juive, des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, un groupe d'environ 44 mineurs appréhendés le 6 avril 1944 dans le foyer d'enfants d'Isieux. Avec les circonstances que l'enlèvement, le détournement et le déplacement ont été consommés sur des mineurs de 15 ans pour 41 d'entre eux, ont été suivis de mort pour tout le groupe de 44 mineurs. Crime prévu par l'article 6, alinéa 2C et 6, dernier alinéa du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, la loi française du 26 décembre 1964 est prévue et réprimée par les articles 354 et 355 du Code pénal français. D'avoir, en 1944, à Lyon et sur le territoire français, commis un crime contre l'humanité en prenant part à l'exécution d'un plan concerté pour réaliser la déportation, l'asservissement et l'extermination de populations civiles ou des persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, enlevant, faisant enlever, entraînant, détournant ou déplaçant par fraude ou violence, en raison de leur origine juive, des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, un certain nombre de mineurs qui ont quitté Lyon dans le convoi ferroviaire du 11 août 1944, dont Abou Marcel, actuellement épouse Bench, né le 20 octobre 1926, Last Jacques, né le 27 novembre 1927, Benayoun Jacques, né le 25 octobre 1930, Zachtmar Charles, né le 20 décembre 1933, Alaral Suzanne, né le 19 mars 1931, Altotzgi, né le 27 avril 1943, Benayoun Anna Jeanne, née le 13 juillet 1939, Benayoun Lucien, né le 29 avril 1942, Benayoun Marie, né le 1er mai 1935, Freiberger Claude, né le 6 octobre 1939, Last Cécilie Marie, née le 13 décembre 1934, avec les circonstances que l'enlèvement, le détournement et le déplacement ont été consommés sur des mineurs de 15 ans, notamment pour Alaral Suzanne, Altotzgi, Benayoun Jacques, Benayoun Anna Jeanne, Benayoun Lucien, Benayoun Marie, Freiberger Claude, Last Cécilie, Zachman Charles, ont été suivis de mort pour Alaral Suzanne, Altotzgi, Benayoun Anna, Benayoun Lucien, Benayoun Marie, Freiberger Claude et Last Cécilie. Crime prévu par l'article 6, alinéa 2, C et 6, dernier alinéa, du statut du tribunal militaire international de Nuremberg,
la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, la loi française du 26 décembre 1964 est prévue et réprimée par les articles 354 et 355 du Code pénal français. En conséquence, prononce la mise en accusation du nommé Klaus Barbie devant la cour d'assises du département du Rhône pour y être jugé conformément à la loi, et ordonne que Barbie Klaus, né le 25 octobre 1913 à Bad Godesberg, République fédérale allemande, fils de Nikolaus et de Anna S., se disant commerçant et domicilié Efficio San Jorge, avenue Arce à La Paz, Bolivie, sans domicile fixe connu en France, détenu, accusé des faits ci-dessus spécifiés, sera pris au corps et conduit ou retenu à la maison d'arrêt près la cour d'assises du département du Rhône. Prononcé par messieurs Augier, Georgin et Marambeau, conseillers, assistés de madame Massiovecchio, greffier, en présence de monsieur Guyot, avocat général. Le présent arrêt a été signé par monsieur le président et par le greffier. Merci, monsieur le greffier. Monsieur le président, il y a une mention. Il y a une mention, la mention en marge, oui, oui. Exact. Allez-y. Mention. Sur pourvoi en cassation, formé par la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, l'Association nationale des anciens combattants de la résistance, comité départemental du Rhône, l'Association départementale des familles des fusillés et disparus internés, résistants et patriotes du Rhône, la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, Nicole Gompel, partie civile. La Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, le 20 décembre 1985, a, premièrement, cassé et annulé l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon du 4 octobre 1985, dans ses dispositions par lesquelles a été constatée l'extinction de l'action publique à l'égard des crimes ayant fait l'objet de jugements de contumace prononcés contre Klaus Barbie par le tribunal permanent des forces armées de Lyon le 29 avril 1952 et le 25 novembre 1954. Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, la chambre d'accusation étant incompétente pour connaître des faits dont s'agit. Deuxièmement, casser et annuler le dit arrêt, mais seulement en celle de ses dispositions déclarant prescrits comme constitutifs de crimes de guerre certains des faits imputés à Klaus Barbie dont ont été victimes des personnes appartenant ou pouvant appartenir à la résistance et, pour qu'ils soient jugés à nouveau, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris à ceux désignés par délibération spéciale prise en chambre du Conseil. Et, pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre Klaus Barbie à l'égard de ce chef des poursuites, réglant de juge par avance, ordonne que la chambre d'accusation renverra Klaus Barbie devant la cour d'assises du département du Rhône pour y être jugé. Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Le procès Barbie, une série de Dominique Missika, archive INA, extrait du film de Nuremberg à Nuremberg de Frédéric Rossif et Philippe Meyer, mixage Marie-Dominique Bougot et Anne Le Guéhenec, réalisation Pierrette Perronneau.
France Culture prend tout le temps de la réflexion. Au gré de vos goûts et vos envies, soyez au cœur des grands débats contemporains enregistrés pour vous tout au fil de l'été. L'Académie universelle de culture pour la notion de partage, les rencontres d'Averroès autour du colonialisme, les 19e rencontres de Pétrarque cette année sur la notion de frontière, le Salon du livre de Tanger qui s'interroge sur les libertés de création au regard de l'histoire, enfin pour clore cette grande vague d'été, le pouvoir au XXIe siècle et les nouveaux penseurs de l'islam. Grand débat contemporain, du lundi au vendredi à 20h30. Tout savoir, franceculture.com. Au rendez-vous de l'été, 3 nouveaux magazines sur France Culture. Pour les taux levés, Quartier d'été, chaque matin à 7h. Tout ce qui compose et recompose le débat public, de vifs échanges de contre-expertise à l'heure du déjeuner. Enfin, en direct des festivals d'été, le soir venu, Lumière d'août. Rencontres, portraits, débats, Quartier d'été, 7h, contre-expertise, 12h45, Lumière d'août, 18h20. Vos magazines, du 26 juillet au 29 août. Un traité culinaire et savant. Chaque jour, Hervé Tisse, physico-chimiste à l'INRA, dans le laboratoire de chimie du Collège de France, dialogue avec un grand cuisinier à l'heure du déjeuner. Bonjour, voici notre première rencontre, notre premier chapitre du traité culinaire et savant. Une série d'émissions pendant tous les jours avec un grand invité, Pierre Gagnère, Philippe Conticini, Olympe Versini, Guy Savoy, Émile Young, qui viennent nous parler de cuisine. N'étant pas artiste moi-même, n'étant que chimiste, il faudra que je tienne ma partie différemment. Donc ce traité culinaire et savant parlera de la cuisine entre art et science. Alors, tous les lundis, nous retrouverons Pierre Gagnère. Pierre Gagnère est avec nous aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour. Et tous les mardis, ce sera la venue de Philippe Conticini, cet étonnant pâtissier devenu cuisinier. Le mercredi, Olympe Versini Casa Olympe. Le jeudi, Émile Young viendra de Strasbourg pour nous parler. Et le vendredi, Guy Savoy, du restaurant Guy Savoy à Paris, et puis tous ces disons, restaurants satellites. Alors, dans chaque émission, 4 chapitres. Le premier, une lecture d'une recette, c'est d'une recette souvent ancienne. Le chapitre 2, histoire morale et naturelle de la recette. Chapitre 3, la science de la recette, la science, la technologie, la technique. Et chapitre 4, l'art